téléspectateurs, bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Congo d'Excellence. Bonsoir à vous, bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur, mesdames et messieurs, pour vous donner une vie meilleure. Nous vous rappelons ainsi que Congo d'Excellence a pour objectif de soutenir le développement socio-économique de tous les Congolais, de leur foyer et de leur famille. Cette émission vise ainsi à vous aider, vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Elle vise à vous aider à découvrir les clés et les secrets de la réussite et du succès. Mais elle vise surtout à vous faire découvrir les valeurs à la base de cet épanouissement. Et c'est d'abord la jeunesse congolaise qui est visée, car c'est elle qui se retrouve dans le collimateur de cet élément de développement. Sachez, chers jeunes Congolais, que vous êtes les artisans du futur, de votre futur, ainsi que celui de la nation tout entière. L'objectif du chef de l'État est clair, l'émergence d'une classe moyenne dont vous constituerez demain les premiers rangs. Sans vous, rien n'est possible. Congo d'Excellence veut donc vous armer des valeurs, des bonnes valeurs, qui feront de vous les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence du Congo aux horizons 2030. Ces valeurs sont donc au centre des clés et des secrets de la réussite, clés et secrets que nous allons mettre à votre disposition dans cette émission Congo d'Excellence. Nous voilà donc avec vous pour un nouveau partage d'expériences édifiant qui pourra vous enrichir, mais aussi vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Christelle Dibata pour vous servir une fois de plus dans Congo d'Excellence. Bienvenue à tous. Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous offrir une vie meilleure. Nathalie Faudry pour vous servir. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence et comme vous pouvez le constater, nous sommes entourés de vos jeunes représentants, ces jeunes qui ont donc été sélectionnés afin de participer à cette émission. Bonjour à tous. Et je tiens également à vous rappeler qu'ils se présenteront tout à l'heure avec plus de détails. Bonjour à tous, nous allons à présent recevoir notre invité et pour parler de réussite et de succès, on ne pouvait pas mieux tomber car c'est véritablement un pionnier de la réussite économique authentiquement congolaise. S'il est moins bien connu du grand public, chers téléspectateurs, sachez au moins qu'il est une référence incontournable dans le monde des affaires dont il est l'un des membres les plus respectés et les plus vénérables. Eh bien, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Pascal Kindwelo Lumbu. Monsieur Pascal Kindwelo, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Congo d'Excellence. Bien, mesdames, je vous remercie de cet honneur que vous me faites, celui de m'inviter à votre grande émission innovatrice parce que je crois que elle est nouvelle cette émission qui s'intitule Congo d'Excellence. Donc c'est un honneur, je vous remercie et de cette opportunité que vous me donnez et celle de faire un témoignage en tant qu'entrepreneur et banquier. Et pourquoi pas aussi en tant que grand-père, parce que j'ai 75 ans, donc je suis senior. Et j'espère effectivement que les jeunes gens et l'opinion seront satisfaits de ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci à vous. Eh bien, ça sera une coutume, chers téléspectateurs. Nous allons à chaque fois revoir avec notre invité principal un portrait qui va retracer son parcours. Et un parcours tellement riche d'enseignements qu'on n'a bien sûr pas pu tout y raconter, mais vous pourrez le compléter tout à l'heure si nécessaire. Pascal Kindwelo Lumbu est né en septembre 1938 à Matadi dans la province du Bas-Congo. De famille modeste, il est le deuxième d'une famille de 5 enfants. De père cuisinier, chez les curés belges, il délaisse très tôt les études secondaires pour aller gonfler la masse des travailleurs. Il va démarrer son parcours professionnel avec de petits boulots qui ne lui rapportent pas grand-chose. Il est en réalité guidé par une vision qui l'accompagnera tout au long de sa vie et qui grandira en lui. Être à l'abri du besoin, lui et ses siens. Il dira cette phrase prophétique et profonde: je voulais apporter quelque chose de substantiel à ma famille et à la communauté. Pascal Kindwelo Lumbu, c'est un self-made man qui a su gravir les échelons dans le monde des affaires pour en devenir aujourd'hui un des noms le plus connus. Autodidacte de son esprit vif
et inventif lui a permis de se former sur l'état de base du business. En près d'un demi-siècle de parcours, Pascal Kindwelo Lumbu a été tour à tour créateur et propriétaire des entreprises Kilu Helvetii, RKF, Kilu Cross, Kilu Electrolex et Alaska Industries des clés classées. Premier membre congolais du comité d'administration de la Berkeley Bank, à l'époque première banque internationale, président du patronat de la Fédération d'entreprises du Congo pendant 15 ans pour la ville-province de Kinshasa, président du premier club d'affaires UTC pendant 3 ans, associé fondateur du groupement qui assurera la construction des galeries présidentielles, membre du comité d'administration de la brasserie Unibra, actuelle Bras Congo, délégué général des Africas, à l'époque la plus grande société de génie civil d'Afrique centrale, impliqué dans la construction des villes des Badolité et des Kamoto, de l'immeuble de l'EITC et de la tour du Grand Hôtel de Kinshasa et bien d'autres projets. Membre, fondateur et directeur général de la Banque internationale de crédit, BIC, pendant 16 ans, naviguant entre 2e et 3e position du classement des banques congolaises. Membre du comité d'administration de GECAMIN de 2002 à 2005. Membre cofondateur de Vodacom Congo. Chevalier de l'Ordre national du Léopard et grand officier. Président du comité d'administration de la BGFI Bank RDC. Président et fondateur de IFI Espirel, compagnie des génies civils érigeant un gratte-ciel d'une 20aine d'étages au centre-ville de Kinshasa. Pascal Kindwelo a traversé les époques du système colonial à l'heure actuelle, un remarquable parcours qui est un éloquent témoignage à l'effort. Au vu de ces parcours religieux, nous avons voulu qu'il livre le message et la pédagogie aux jeunes gens qui veulent entreprendre et ceux qui sont déjà dans l'action comme lui, afin qu'il leur explique comment il est parvenu à ces résultats. Pascal Kindwelo Lumbu est l'invité de Congo d'Excellence de ce soir. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Congo d'Excellence. Monsieur Pascal Kindwelo Lumbu, d'abord merci d'avoir gracieusement répondu à cette invitation. Et au regard de ce portrait, est-ce qu'il est à l'image de ce que vous faites? Oui, en quelque sorte. Et que vous avez assez résumé mon parcours depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Eh bien, nous avons eu la chance d'avoir un entretien avec vous avant cette émission et nous avons été frappés par certains aspects que nous avons relevés et que nous aimerions approfondir avec vous aujourd'hui. Alors, il y a d'abord les clés de votre succès. Quand on les analyse, on se rend compte que votre succès semble reposer sur certaines stratégies que nous allons décrypter tout à l'heure. Tout d'abord, il y a cette capacité que vous avez eue d'avoir une vision et de vous être construit autour de cette vision. Alors ensuite, après la vision, il y a votre sens des affaires, notion mystérieuse, votre flair des opportunités, grâce auquel vous aurez pu construire un véritable groupe d'entreprises, entre autres dans des domaines aussi compliqués que la finance, et on l'a vu en partant de rien du tout. On remarque aussi votre éthique des affaires, ainsi que votre sens de la correction, ce qui vous a d'ailleurs valu la crédibilité de la plupart de ceux qui vont devenir vos clients. Et on constate aussi d'ailleurs que c'est votre sens de la distinction et de l'innovation qui vous ont grandement permis de vous positionner sur le marché par rapport à vos concurrents et qui d'ailleurs vous ont amené à devenir une référence dans de nombreux domaines. Il y a enfin vos valeurs, il y a vos convictions et les attitudes qui en découlent et ce qui nous a permis également de suivre votre évolution, pas seulement sur le plan patrimonial, mais aussi sur le plan de la personnalité jusqu'à devenir l'homme à la stature qu'on connaît aujourd'hui. Nous allons donc approfondir tous ces différents éléments ensemble avec vous, afin surtout de permettre à nos téléspectateurs d'en absorber la substance et d'y trouver les ressources, qui sait, pour qu'ils puissent eux aussi réussir leurs entreprises et leurs projets de vie. Et je tiens également à préciser à notre invité que justement nos intervenants seront eux aussi amenés à vous poser des questions et pourquoi pas à débattre avec vous. Pour commencer, vous faites constamment donc référence à cette vision qui vous a accompagné tout au long de votre vie, qui était de mettre votre famille à l'abri du besoin. Et on sent aussi que très tôt, vous avez le sens de la gestion de l'argent, donc le sens de la finance, jusqu'à devenir le premier banquier congolais.
Cet aspect de votre démarche est d'ailleurs d'autant plus frappant lorsque l'on analyse votre parcours et qu'on se rend compte qu'il y a véritablement un fil conducteur qui le traverse. En effet, déjà à partir de 1957, vous abandonnez vos études secondaires pour vous lancer dans une série de petits boulots. Et c'est à l'âge de 18 ans que vous allez commencer votre apprentissage de la comptabilité. Ça va se passer chez Texaf. Cela ne va durer que quelques mois, mais c'est déjà un premier pas dans le monde de la finance. Vous ne gagnez toujours pas assez d'argent et du coup, vous décidez de laisser tomber la Texaf pour vous retrouver chez Sarma. Et là, parallèlement, vous allez développer en quelque sorte votre premier business et c'est encore de la finance. Vous allez vous lancer dans le prêt d'argent à vos collègues. Oui, en effet, mais j'aimerais d'abord rectifier un peu un élément important. Le premier Congolais, le premier d'entre nous qui avait créé une banque, c'est le défunt président Augustin Dokolo, qui est dit son âme. Alors, à ce qui concerne aussi mon premier emploi, mon employeur, ce n'était pas Texaf, c'était Texaco. Et à ce qui concerne ma vision, je crois que chacun de nous est toujours, comment dirais-je, motivé par une vision. Et parce que une personne, jeune ou vieille, sans vision, c'est une personne qui est inexistante. Parce que c'est la vision qui est, comment dirais, le moteur de la vie. Comment ça se passe en fait à ce moment-là chez Sarma? Je me suis fait engager par une nouvelle société qui venait de se créer, une société belge et importante. La première qui avait créé un supermarché. Alors je me suis fait engager là-bas au bureau et pour ce qu'ils appelaient à l'époque donc un pointeur, c'est-à-dire un garçon aux écritures. Passer donc les écritures comptables avant que la comptabilité puisse en saisir. Alors, il y avait une partie de une heure de pause. À midi, on arrêtait pour une heure. Alors, on faisait rentrer des mamans, des jeunes mamans qui venaient vendre comme ça se fait maintenant avec, comment on appelle ça? Les Maléwa. Les Maléwa. Maléwa. Alors, j'ai constaté que tout ce monde-là, et la majorité, n'avait pas la bourse pour acheter à manger. Et alors, ils étaient chaque fois en négociation avec les dames pour qu'on puisse leur vendre à crédit. Et je trouvais que moi, j'avais de l'argent parce que comme j'avais et mes parents, donc le soir, je mangeais chez ma mère et donc le salaire que j'avais, je ne le dépensais pas, je l'ai gardé. Je me suis dit, ben écoutez, ça pourra aider ces gens qui ont faim et qui n'ont pas l'argent. Il faut leur donner, consentir les crédits. Alors, et j'ai dit, ben voilà, monsieur, si vous avez besoin de 10 francs pour acheter la chikwang et le morceau de Makayabou, ben voilà, vous avez 10 francs ou 5 francs, mais vous allez me rendre le double. Et finalement, donc, les mois s'est terminé toujours très dur avec moi, parce que j'étais tout le temps en dispute avec tout ce monde-là pour récupérer mon argent. Et en principe, c'était des gars qui étaient toujours plus âgés que moi, de 10 ans. Alors, donc, mais je ne me laissais pas faire. J'essayais par tous les moyens possibles de récupérer mon argent et je parvenais à récupérer mon argent. Mais les nouvelles est arrivées au niveau de la haute direction pour dire, écoutez, vous avez quelqu'un qui est là et chaque mois il y a des problèmes, les ouvriers ont des difficultés avec ce monsieur-là. Alors on m'a convoqué, je dis, écoutez, vous ne donnez pas de crédit à vos agents. Si vous voulez, consentez-les les crédits, bon, les problèmes ne se posent pas. Et ils n'ont pas l'argent, ils ont faim, et donc s'ils ne mangent pas, ils ne vont même pas travailler. Donc moi je fais quand même mieux que vous, puisque je leur donne le moyen de manger, etc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la Sarma va justement préférer vous dire au revoir. Oui, parce que ils ont trouvé que j'ai perturbé un peu comment dire, la quiétude des travailleurs. En plus de ça, ils ont trouvé aussi, c'était un peu
un défi de dire que moi je faisais mieux que ce qu'eux ne faisaient pas. Donc ils n'ont pas aussi accepté ce genre de position. Alors ils m'ont remercié. Voilà, je suis parti. Voilà, donc vous quittez la Sarma et quelque temps après, vous allez vous retrouver dans la NHV, qui plus tard va devenir Unilever. Mais c'est aussi une situation professionnelle qui ne vous est pas confortable, donc vous décidez de partir. Et un jour, vous déambulez en ville et vous voyez justement le bâtiment de la Banque congolaise. Et là, vous vous dites que c'est un flash, il faut que vous travailliez là-bas. Je crois que c'est la première fois que je me suis trouvé devant ces bâtiments très imposants. Donc la banque commerciale du Congo belge. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Je dis, tiens, je vais rentrer pour postuler un emploi. Et je suis rentré, j'ai demandé si je pouvais être engagé. Ils m'ont dit non, jeune homme, il n'y a pas d'emploi ici. Alors, je suis sorti de là et tout de suite après, c'est l'avenue qu'on appelle actuelle, où il y a des cambistes, comme on appelle. C'était le château. Oui, donc tout de suite, je me suis retrouvé là et j'ai trouvé de West Africains, cambistes. Et vers la fin, et avant d'arriver vers le château, j'ai vu quand même quelqu'un qui n'était pas ouest-africain, qui était congolais. Alors je l'ai abordé, j'ai dit, mais quelle est la société qui vous emploie pour ce travail, parce que j'aimerais aussi faire ce travail-là. Alors celui-ci me dira non, nous sommes des indépendants et donc nous n'avons pas un employeur. Et alors je dis mais moi ça m'intéresserait. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez l'argent? Je dis oui, j'ai l'argent. Et bon, alors si vous avez l'argent et vous venez avec ça. Je dis combien? Il me dit oh bon, écoutez, si vous avez 100 francs, 200 francs, bon. C'est toujours ça. Je dis non, moi je peux avoir plus que ça. J'ai même 500 francs. Il dit oui, c'est bien, vous pouvez venir avec. Et effectivement, à 6 heures du matin, j'étais là. Bon, il m'explique comment faire la transaction. À 6 heures, vous avez les ouvriers de Congo-Brazza qui venaient travailler ici. Et le matin, ils arrivaient et ils travaillaient. Et les après-midi, à 15 heures, ils rentraient. Il dit alors vous demandez à ces gens-là, ils auront besoin de francs congolais pour manger, effectuer leurs achats. Et alors voilà, par exemple, vous pouvez acheter les 100 francs CFA à 15 francs. Et puis après, il y aura aussi des personnes qui vont commencer à aller à Brazza aussi, qui auront besoin du franc CFA. Vous pouvez leur demander 20 francs, ou si c'est beaucoup, 17 ou 18, vous allez gagner sur chaque transaction 2 francs ou 5 francs. Je dis mais c'est pas beaucoup. Écoutez monsieur, jeune homme, si tu fais cette opération par jour 20 fois, et fois 5 ça fait combien? Je dis bon ça fait 100 francs. Il dit alors tu peux gagner 100 francs toi? Et si tu travailles ici, parce qu'à l'époque, les commis les plus nantis naviguent dans le 3000. 3000 $, ça c'est... 3000 francs. 3000 francs par mois. Hein. 3000 francs congolais, pardon, oui, par mois, voilà. Vous allez gagner comme si vous étiez un grand commis ici à la banque, etc. Et voilà, c'est ce que je fais. Effectivement, ça a bien marché, de sorte que... 2 ans après, j'étais à mesure d'acheter une maison. Je construis une parcelle et je construis une maison pour moi et pour mes parents. C'était donc là vos débuts. Oui. Donc vous avez commencé d'abord comme simple ouvrier. Ensuite, vous avez grandi dans le monde de la finance en étant entre autres changeur.
ce qui confirme votre parcours de futur banquier. C'est d'ailleurs ce qui n'étonne pas Nathalie, et puisque dans la suite des événements, vous allez vous lancer dans la création d'entreprises. Cette fois, ça sera donc dans de l'import-export, Nathalie. Nous sommes en 1960, c'est l'indépendance, et à ce moment-là, les Congolais sont autorisés à créer leur propre entreprise, et pour vous, ce sont d'ailleurs les débuts d'une carrière de chef d'entreprise. Vous créez votre première société, Kilou, active dans l'import-export, et ça marchera plutôt bien puisque 4 ans plus tard, vous serez en mesure de racheter une société suisse, Guitem, qui était représentante de la marque Olivetti, et vous allez rebaptiser cette entreprise Kilou Olivetti. Alors vous allez évidemment profiter du réseau important de clients de cette société qui avait comme clients l'ONATRA, la GECAMIN, la fonction publique entre autres, pour passer à la vitesse supérieure dans votre carrière d'entrepreneur, et évidemment ce sera un succès sur plusieurs plans. Alors on avance encore un petit peu, on est maintenant dans les années 67-69, vous n'êtes pas encore à la trentaine, et vous allez pourtant porter la première fois officiellement le costume de banquier, et c'est à la Barclays Bank. Oui, je crois cela peut se justifier pour des raisons. La première raison, c'est que j'avais déjà atteint un petit niveau appréciable, et celui des traités égal à égal avec les directeurs financiers des grandes sociétés, avec les directeurs généraux des grandes sociétés. Et c'était un peu une situation un peu, comment dire, exceptionnelle. Mais je ne sais pas, ceci se plaisait beaucoup à moi. Et bon, j'ai me perfectionné aussi pour, comment dirais-je, être admis dans ce milieu-là. Je me perfectionné aussi pour faire le maximum qu'un gentleman doit faire. Et cela m'a permis donc d'avoir accès au niveau du patronat belge qui était encore là. Et c'est comme ça d'ailleurs, on m'apprendra, il faut créer votre entreprise d'import-export pour importer les marchandises, etc., etc. Alors, je l'ai fait, et ça a bien marché, et par conséquent, donc, je devrais travailler avec une banque. Et j'ai travaillé avec cette banque. Et comme j'étais, comment dire, assez sérieux et aussi important, parce que j'avais un flux d'affaires important et qui intéressait les banques, donc je me suis donc approché avec la haute direction des Anglais et qui gérait donc la banque, et d'où nous sommes devenus des amis, nous sortons ensemble, nous mangeons ensemble, etc., etc. Et alors, il y avait toujours ce conseil d'administration où il y avait que, du reste, des anglo-saxons et il n'y avait aucun Congolais. Et après, il y avait un expatrié qui venait de quitter le pays. Alors, Londres a demandé, a donné de proposition à l'administrateur délégué de remplacer celui qui venait de partir. Et celui-ci leur dira non, moi je connais un autochtone, un jeune autochtone et un jeune entrepreneur, et je crois qu'il est mieux que ce que vous nous proposez, etc. Et voilà comment j'étais pris pour la première fois. Eh bien, donc parallèlement à ça, dans les années 70 et les années 80, vous allez quand même continuer d'investir. Vous allez d'ailleurs diversifier vos investissements et développer plusieurs industries et grandes entreprises. On aura par exemple donc la société de génie civil RKF, il y aura le grossiste public Kilou Gros, on aura encore le magasin d'électroménager Kilou Electrolex, et puis plus tard, je pense que tout le monde connaît la crèmerie Alaska,
qui n'a pas mangé une très bonne glace à Alaska. Et toutes ces sociétés vont donc composer les divisions du groupe Quilou SPRL. Vous allez donc continuer d'investir jusqu'à avoir un plateau de 5 entreprises, dont d'ailleurs la plus importante était l'entreprise de construction, qui allait jusqu'à près de 3000 employés. C'était une évolution qui a été particulièrement constante durant pratiquement 20 ans. Et puis on atteint bien sûr les années 91, année qui est gravée dans l'histoire de la République démocratique du Congo comme étant l'année du pillage. Et c'est là aussi que beaucoup de choses vont changer ici en République démocratique du Congo. Mais c'est là aussi l'année qui va marquer le coup d'envoi d'une de vos plus grandes réalisations, c'est de créer justement une banque. C'est un rêve qui à l'époque était une pure folie puisque la situation économique ne permettait pas justement de telles entreprises. Et pourtant, vous allez foncer et vous allez monter la BIC. Il faut quand même le reconnaître, avoir créé une banque, même si c'est vrai que vous n'étiez pas le premier, disons le deuxième, mais à une période quand même difficile de l'histoire du pays, et à un moment où le secteur financier international était quand même nettement plus développé qu'auparavant, reste un grand mérite. On peut vraiment dire que le rêve est devenu réalité, que la vision a été accomplie. Ça a été certainement un long chemin, pavé d'embûches et d'opportunités. Vous avez su déjouer les unes et saisir les autres. Et voilà donc au terme de cette riche introduction, je dirais, je pense qu'il est temps pour nous de commencer la partie de questions-réponses. Comme vous l'avez constaté, nous avons avec nous des jeunes gens qui ont été sélectionnés pour justement recevoir de vous quelques éclaircissements concernant votre parcours. Et je pense que nous allons commencer avec Cynthia Ngelekwa. Bonsoir, M. Kindelo. Cynthia Ngelekwa, étudiante à l'IFACI comme multimédia. Monsieur Kindelo, vous avez très tôt été habité par une vision, celle de réussir et d'offrir à votre famille une vie aisée. Mais pourriez-vous nous dire quand a eu lieu le déclic qui vous a poussé à mettre la machine en marche? Y a-t-il une personne ou une situation en particulier qui vous ait poussé? Merci pour la question, mais par mon introduction, je disais bien que j'avais une vision assez précoce où j'étais toujours attiré, j'admirais toujours de belles réalisations, de belles choses. Et alors je disais, il faut aussi que moi aussi j'arrive un jour à réaliser des choses qui feront aussi l'admiration de ma communauté, en commençant par ma famille. Donc c'est une vision que j'avais déjà dès mon jeune âge. J'étais toujours intéressé à voir des choses et qui n'étaient pas plus ou moins communes dans notre environnement. Nous sommes à la cité, etc. Et moi j'étais toujours intéressé de voir de belles choses, de beaux bureaux, de beaux bâtiments, de belles boutiques, etc., etc. Alors je disais, il faut que j'en arrive un jour là. Mais y a-t-il une personne ou une situation en particulier qui vous ait inspiré? Et ce sont les choses, les bonnes choses qui m'inspiraient, que je voyais. Et je disais, il faut que je fasse aussi cela. Merci Cynthia d'ailleurs pour cette question. Nous allons maintenant passer la parole à Jean-Claude. Merci, bonsoir M. Kindelo. Jean-Claude Fouati, licencié en économie et développement de l'Université catholique du Congo, fonctionnaire de l'État. On constate qu'à chaque fois que vous n'avez pas été satisfait de votre situation professionnelle, vous n'avez pas hésité à démissionner, quitte à vous retrouver même sans emploi. Or, on dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et que le mieux est l'ennemi du bien. Que répondez-vous? Je crois que je peux répondre et comment dirais-je positivement à ce que vous venez de dire. Donc, lorsque je change, ce n'est pas par comment dirais-je par manque de patience ou de sérieux. Mais je change parce que je suis à la recherche de ma voie, de mon destin. Comme lorsque on s'inscrit
pour les études. Et vous avez plusieurs matières, mais avec le temps, il y a d'autres qui vont s'orienter pour les sciences, les autres pour la littérature, et ainsi de suite. Donc moi, là, je n'étais pas encore, comment dirais-je, je n'avais pas encore trouvé ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'est que je dois me retrouver dans une position où je dois créer. Et le changement que vous voyez, c'était tout simplement une voie qui m'est poussée pour arriver, je pense, que le destin me poussait pour que j'arrive à là où j'étais arrivé. Alors, je pense que pour conclure, on va pouvoir dire que votre parcours nous enseigne qu'il est très important d'avoir une vision, une projection à long terme de soi dans le futur, car c'est ce qui va nous permettre de donner de l'ampleur à nos réalisations. Tant cela nous permet aussi d'une part, nous fixer des objectifs ambitieux, vous d'être banquier. Ensuite, cela nous permet de faire les bons choix pour atteindre ces objectifs. Notamment, s'il faut quitter un emploi, il ne faut pas hésiter à le faire, ou faire des sacrifices éventuellement. Ensuite, cela va nous permettre d'avoir de la patience et de la constance pour aller vers ces objectifs. Et ensuite, cela va nous aider à effectivement progresser dans un secteur donné, en sachant que petit à petit, en s'améliorant, on peut atteindre les sommets qu'on vise. Et enfin, effectivement, apprendre à accepter certains sacrifices aujourd'hui pour avoir un bénéfice futur. On le verra d'ailleurs un peu plus tard dans certains épisodes de votre vie, notamment lorsque vous faites certains sacrifices pour investir chez Olivetti. Voilà, je pense que nous pouvons passer maintenant à un autre aspect de votre démarche que Christelle va introduire. Oui, tout à fait. Ce qui est frappant aussi, Monsieur Kindwelo, quand on regarde votre parcours, c'est aussi cette capacité que vous avez à flairer, à repérer, à saisir les opportunités qui se présentent devant vous. Et j'ai même envie de dire, en regardant votre vie, que vous avez véritablement su créer ces opportunités. Le plus fou, c'est que déjà très jeune, vous avez fait preuve de cette capacité à créer de la richesse. C'est ce que l'on appelle, je pense, avoir le sens des affaires. Tout à fait, tout à fait. On le voit d'ailleurs lors de votre passage donc chez Sarma. Quelle présence d'esprit. Effectivement, vous faites un constat qui va donner lieu à une opportunité en or, puisque vous constatez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les ouvriers n'ont pas de quoi se payer à manger et que les vendeuses ne veulent pas leur faire crédit. Et vous vous dites, eh bien voilà, moi j'ai un peu d'argent de côté, eh bien je vais investir cet argent, je rends un service à ma collectivité et ça me permet à moi de faire des bénéfices. Et je pense que ça vous a d'ailleurs permis de faire quand même d'augmenter substantiellement vos revenus. Effectivement. Je suis gagné. Alors, c'est un peu pareil aussi dans le rachat de la société Guetem. Alors, les Suisses n'étaient plus à l'aise avec les changements qui étaient intervenus. Ils vont donc décider de vendre leur fonds de commerce. Et c'est le bon moment pour vous d'investir justement d'investir et de racheter ce fonds-là, puisqu'ils vont vous en faire la proposition. On peut dire que vous étiez prêt, vous aviez des économies, et dès que l'occasion s'est présentée, vous vous êtes lancé. Et c'est pareil lorsque vous entrez dans le conseil d'administration de la Barclays Bank, ou lorsqu'après le pillage, vous allez pouvoir créer la Banque internationale de crédit, votre banque. Vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous vous êtes préparé d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de réseaux de connaissances, qu'il s'agisse d'avoir des économies pour pouvoir investir, qu'il s'agisse de s'être donné les compétences et la réputation nécessaires. Vous êtes prêt, vous voyez l'opportunité et vous passez à l'action. Vous ne laissez pas l'opportunité, vous passez sous le nez. Voilà, et c'est d'ailleurs avec cette belle observation que nous allons ouvrir la série de questions que nous avons réservées à cet effet. Nous allons commencer avec Glaston. Bonsoir, Monsieur Kindwelo. Glaston Kabulo, jeune entrepreneur. Et un self-made man, il ne faut pas oublier de le dire, peut-être un futur Kindwelo lui aussi. Voilà, tout à l'heure, j'ai entendu Christelle évoquer l'option des opportunités. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait selon vous de bonnes opportunités d'affaires
Et quelle est, n'est-ce pas, cette bonne manière de créer ces opportunités? Peut-on vraiment forcer la chance? Alors, au niveau de l'entreprise, vous dites, voilà, moi, je vais créer une affaire. La vision va vous dire d'abord si cette affaire, il y a des opportunités que vous pouvez exploiter. Comme vous avez la vision, donc vous aurez le temps de voir quelles sont les opportunités que vous pouvez exploiter pour arriver à concrétiser votre vision, donc votre projet. Et les outils qui sont nécessaires, c'est le sacrifice, c'est la rigueur, la constance, le sérieux, le travail bien fait. Le sacrifice vous exigera d'élaguer le superflu. Quand les copains viendront, comment vous vous appelez? Glaston. Quand les copains viendront pour dire Glaston, allons prendre un pote, hein, et vous savez que si vous allez avec les amis, dans cette boîte-là, vous avez mis de là votre fonds de commerce, et c'est possible que vous dépensez 50 ou 100 dollars. 50 ou 100 dollars, peut-être c'est votre bénéfice de ce que vous avez réalisé comme chiffre d'affaires pour une semaine ou 2 semaines. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Non, je ne suis pas disponible. Voilà l'outil que vous utilisez. Donc, le sacrifice, vous mettez à côté vos amis avec le plaisir que vous allez avoir avec les amis pour sauvegarder votre fonds de roulement, votre 50 dollars, votre 100 dollars que vous aurez dû dépenser là-bas. Si vous avez votre vision, vous ne voulez pas utiliser les outils en question, vous allez là-bas, vous ne réussirez pas. Les opportunités ou la chance ne tombent jamais du ciel. Personne de nous ou vos parents vous diront qu'il y a quelqu'un qui ne faisait rien, qui dormait tout le temps, et puis il se réveille, il y a la chance. Non, la chance, on doit l'acquérir. Donc, je dois travailler. Et pour travailler, pour gagner de l'argent, il faut trouver comment rendre service. Comment rendre service? Si vous ne savez pas, vous n'avez pas un job, vous ne créez pas une affaire qui va rendre service, vous n'aurez pas de l'argent. Parlons de portables. Qui peut se passer des portables? Il y a quelqu'un qui peut se passer des portables? Parce que ça nous rend service. OK? Donc, je suis devant la jeunesse qui demain va prendre ce pays à main. C'est vous qui allez le gérer demain, les jours à venir. On doit savoir que ce soit dans les affaires publiques, que dans les affaires commerciales ou économiques, il faut toujours savoir créer les conditions à rendre service. Et après, vous êtes gagnant. Et pour rendre service, vous devez avoir cette vision de dire je veux faire des choses d'abord pour rendre service. Comme l'Évangile dit, cherchez premièrement le royaume. Tout va arriver. Comprenez? Très bien. Merci M. Kindwelo pour cette nouvelle perle de sagesse. Et je pense que nous allons évoluer avec les questions pour cette fois-ci adresser la parole à Vuko. Merci. Bonjour M. Kindwelo. Bonjour. Vuko Ndondo Kakule, étudiant à l'Université protestante au Congo, à la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Monsieur Kindwelo, vous et nous savons qu'en affaires, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Quels sont les signes? Vous et nous savons bien que le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Quels sont les signes qui justifient, selon vous, les retraits d'une affaire d'un entrepreneur? Par exemple, pour vous, les cas des Sud Oil. Mais parce que, comment dirais-je, personne n'est du vin.
il y a des fois, on peut faire une projection, mais qui ne s'est pas réalisée comme on le voulait. Ça arrive partout. Vous avez prévu tel revenu, mais pour des raisons d'environnement, de changement d'environnement, ce n'est plus possible. Vous ne savez plus continuer. Et là, vous avez intérêt de quitter, parce que sinon, vous disparaissez, parce que tous vos moyens seront laminés, et par conséquent, vous n'aurez plus les moyens d'exister encore. Donc, il vaut mieux changer pour faire autre chose. Alors, on comprend grâce à vous, Monsieur Kindelo, que les affaires reposent non exclusivement, certes, mais fortement sur la capacité à gérer les opportunités. Cela implique évidemment plusieurs dimensions dans les rapports avec ces opportunités et dont vous semblez plutôt avoir la maîtrise. D'abord, se préparer à être prêt, donc avoir de la crédibilité, être compétent, être visible afin de saisir cette opportunité. Ensuite, repérer justement les niches d'opportunités et enfin saisir et exploiter cette opportunité. Alors, ce qui est aussi admirable, je trouve personnellement chez vous, c'est votre morale, votre éthique des affaires. Vous avez vraiment fait de la correction un facteur de réussite. On sent dans votre parcours que vous avez fait de la crédibilité et de la fiabilité un leitmotiv et une marque de fabrique. Cela va, bien entendu, vous donner la réputation d'être quelqu'un de correct, qui respecte ses engagements. Et c'est d'ailleurs cette façon d'agir qui va faire la différence lorsque vous allez ouvrir la BIC, la Banque internationale de crédit. Pendant presque une décennie, les seuls chèques à être acceptés dans le commerce sont celles qui émanent justement de votre banque. C'est pareil lorsque vous vous séparez de votre associé des débuts, suite à des manquements dans sa gestion. C'est votre sens de la correction qui va vous pousser, en vertu de votre passé commun, à le laisser partir malgré tout avec une coquette somme d'argent. Et c'est encore pareil après le pillage, alors que vous n'étiez pas tenu de respecter vos obligations envers vos employés, mais vous avez tout de même tenu à cette époque-là de littéralement régler tous les décomptes finaux de vos employés. Voilà. Alors je pense que nous allons directement passer à une série de questions et nous allons accorder la parole à Steve. Bonjour Monsieur Kindelo. Bonjour. C'est Steve Kivuata, licencié en droit de l'Université protestante au Congo et actuellement conseiller et consultant juridique. J'ai deux petites questions à vous poser liées à une de vos valeurs qui est la correction. La première, c'est en quoi être correct constitue un facteur de réussite dans les affaires, et en particulier dans un environnement comme le nôtre où le respect de la parole donnée n'est pas monnaie courante. Merci. J'ai nécessaire à me répéter. La correction est dans la vie d'un être humain, femme ou homme, entrepreneur, profession libérale ou politique. La correction, je crois, et si je ne me trompe pas, c'est le moyen d'atteindre, dans une certaine mesure, l'excellence. Vous voyez, actuellement, par manque de correction, de rigueur, nous créons beaucoup de difficultés au quotidien. On voit, nous avons une route avec deux bancs d'aller, deux bancs de retour, mais il y a des personnes qui quittent de leur côté pour venir dans l'autre sens pour réellement passer, mais cela crée automatiquement un blocage. Et nous pouvons passer comme ça, il arrive où on est bloqué pour 2-3 heures, tout simplement parce que les gens ne veulent pas être corrects. Et lorsque nous conduisons avec, comment dirais-je, correction, et les choses marchent bien.
Donc, et d'abord, un homme d'affaires, même vous en tant qu'avocat, si vous n'optez pas la correction, si vous n'optez pas la rigueur, vous ne ferez pas long feu. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Bon, on va vous donner un dossier, et bon, l'audience se demet à 11h, et maître comment? Maître Steve n'est pas là parce que il est en train de prendre son pot avec son copain ou sa copine. Bon, alors, votre client est condamné. OK? Alors, mais ça va se savoir que cet avocat n'était pas là pour défendre son client. Sérieux. Et le client les dira aussi. De bouche à l'oreille, vous êtes discrédité. Après, vous allez constater que vous pouvez faire une semaine, un mois, il n'y a personne ne vient chez vous. Et dans notre cas, bon, on commence à se lamenter, j'ai la malchance, il y a la sorcellerie. Or, vous n'avez pas voulu opter la rigueur, vous n'avez pas voulu être réellement respectueux de vos engagements. Donc, et c'est ça. Moi, j'ai expérimenté ça et j'ai vu, d'abord, je savais que si je dois arriver de ce que je veux faire, je dois utiliser tous ces outils-là. Et je l'ai fait, et depuis lors, j'ai toujours été très, très satisfait. Évidemment, j'ai connu aussi des échecs, j'en connais toujours, mais quand même, je parviens quand même à avoir une bonne moyenne de satisfaction. Parce que lorsque, et dans ma communauté d'entrepreneurs ou des banquiers, et le collègue, la communauté vous élève, je crois que vous n'avez pas d'autre chose à dire que être content de vous. Donc, la communauté des entreprises m'a pris déjà, j'étais tout jeune, pour m'élever au niveau du président du patronat de la ville de Kinshasa, pendant 15 ans. Et ensuite, nous avons le président national, et qui venait de faire presque aussi les mêmes années que moi, lorsqu'il a quitté, et attention, dans tout cela, jamais j'étais candidat. On venait toujours m'appeler. Au niveau de tous ces parcours, j'avais toujours ceux qui m'admiraient et ceux qui me méprisaient, parce qu'ils trouvaient que j'exagérais. Et ceux qui croyaient même que j'étais mystique, parce que je n'acceptais pas de faire de n'importe quoi. Vous comprenez? Monsieur Kindwelo, pour retourner toujours dans la correction, mais comment arrivez-vous à rester correct dans un environnement comme nous l'avions dit, où quand même le respect des engagements n'est pas monnaie courante, par exemple? Ou le sens des responsabilités. Ou le sens des responsabilités. Après les pillages, nous, en droit, on pourrait parler d'un cas de force majeure pour ne pas pouvoir payer les décomptes finales aux employés, mais vous décidez tout de même de payer les décomptes finales aux employés, chose quand même rare au Congo. Et par là, je voudrais aussi vous poser la deuxième question, je pense qu'elle entre dans la même ligne. Comment réagissez-vous face à la malhonnêteté dans les affaires? Pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements, pour moi, ça me fait deux effets. La tristesse et le mépris. La tristesse parce que je sais que cet homme est d'entrée de se suicider. Mépris parce que bon, il veut se suicider, il a le droit. Et vous dites que notre environnement est difficile de respecter, comment dirais-je, la correction, le vertu, etc. Mais ça, c'est l'être humain. Mais là-dessus, vous verrez toujours que ce qui émerge dans tout le domaine, c'est qui opte la vertu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis très convaincu.
Merci. Merci à vous. Eh bien, pour conclure, nous pouvons dire que vous avez réellement fait de la correction un leitmotiv et une marque de fabrique. Vous avez la réputation d'être quelqu'un d'honnête et qui respecte ses engagements, et cela a toujours été à votre avantage. Nous apprenons donc de vous que la crédibilité et la fiabilité sont un facteur de réussite sur laquelle il faut absolument s'appuyer si l'on veut aller loin dans la vie. Et il apparaît une chose également qui nous frappe quand on suit votre parcours, c'est votre sens de la distinction et de l'excellence dans la qualité du travail et des services fournis. D'ailleurs, vous êtes tout à l'heure appesanti là-dessus pendant un assez long moment. On comprend que pour vous, il est plus qu'important de donner de la valeur à son appareil de production, par exemple. Vous en avez fait un moyen de vous positionner brillamment sur le marché, et cela vous a conduit à être à la base de l'établissement de nouveaux standards de qualité et de normes de fonctionnement, et d'être ainsi une véritable référence dans vos divers domaines d'activité. Par exemple, lorsque vous reprenez la représentation de Olivetti, vous allez complètement relancer le secteur. Vous allez commencer par rafraîchir les installations. Deux amis à vous, français, qui sont des décorateurs, vont complètement rénover l'espace et en élever le standing. Ce sera du jamais vu pour l'époque. Ensuite, vous allez réembaucher de jolies filles comme hôtesses. Vous allez les former correctement. Vous allez organiser des foires spécialisées et l'activité va complètement repartir. Alors, le succès d'ailleurs des hôtesses sera tel que Olivetti va les utiliser, des hôtesses congolaises, dans des foires à l'étranger. Et pour la petite anecdote, vous ferez tellement bien votre travail de réhabilitation de l'immeuble que votre ami Greg, propriétaire de cet immeuble dans lequel se trouvait la représentation d'Olivetti, va quasiment vous en faire cadeau en vous le vendant à une valeur symbolique équivalente à 6 mois de loyer. Et ça, c'était pour vous encourager dans vos affaires, parce qu'il était vraiment admiratif de ce que vous faisiez. Alors, avec la création de votre banque, la BIC, c'est encore un exemple qui est plus éloquent. Vous allez littéralement changer les coutumes d'usage, et ainsi que l'image de la banque. Vous allez rendre la BIC une banque très accessible, accessibilité du directeur. Vous allez rendre donc la disponibilité des audiences, élargissement des heures d'ouverture à la pause de midi et au-delà de 17 heures. Vous lancez aussi le service VIP et vous assurez la continuité de la présence des liquidités, ce qui va d'ailleurs renforcer votre crédibilité dans le domaine. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va directement lancer, Christelle, une série de questions, n'est-ce pas? Exactement, et nous allons commencer avec la question de Lydie. Merci. Monsieur Kindelo, bonsoir. Bonsoir. Je suis Lydie Kachala, licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa. Alors, avec un tel parcours, innover implique d'aller vers l'inconnu, apporter du nouveau et prendre des grands risques. Alors, cela ne vous a-t-il jamais fait peur? Oh, c'est tout à fait humain. Tout à fait humain. Mais lorsque on s'engage dans un challenge, vous avez toujours ces deux éléments. Il y a le courage, il y a la peur. Mais vous devez faire en sorte que le courage puisse, neutraliser la peur pour aller de l'avant. Parce que si vous vous laissez prendre par la peur, vous n'allez pas vous réaliser. Okay? Mais la peur fait partie de l'action qu'on doit mener. D'ailleurs, c'est la peur qui va vous permettre de bien préparer les actions pour affronter les challenges. Nous passons la parole à Farida. Je suis Farida Eliaka, assistante à l'Université catholique du Congo. J'ai une préoccupation, M. Kindelo. Quelle démarche adoptez-vous lorsque vous concevez des restructurations d'activités, de réorganisation? Avez-vous des modèles ou des méthodes particulières? Oui, comment dirais-je, des modèles existent. Vous voulez entreprendre une action, mais vous devrez d'abord voir ce que vous-même vous disposez comme moyen
qui vous viendra de votre vision et voir comment les autres, s'il y avait de précédents, comment ils se sont pris. C'est pourquoi il nous est recommandé de beaucoup lire, n'est-ce pas? Et il nous est dit aussi d'apprendre à tout âge. Donc lorsque je suis dans une activité, je vais changer, une autre activité, c'est ça? Eh ben, je dois voir et comment je vais arriver à affronter ces défis. Et en fonction de ça, je vais essayer de voir tout autour de moi ceux qui m'ont précédé. Et moi-même, qu'est-ce que je dispose? C'est au vu de ça, je pense, qu'on arrivera à un résultat. Et nous allons évoluer avec les questions. Elvis, cette fois. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Kinduelo, c'est Sila Walengo Elvis, licencié en économie à l'Université protestante au Congo. Alors, monsieur, sachant que lorsque vous créez la crèmerie à Alaska, ou lorsque vous relancez la représentation d'Olivetti, dans les deux cas, vous n'aviez aucune concurrence réelle. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à l'époque à élever la barre aussi haute? Dans le cas d'Alaska, en matière d'accessibilité du prix, de la qualité du produit et de la distribution. Dans les cas d'Olivetti, nous voyons le standing du showroom et du service d'accueil. Donc nous voyons les hôtesses et de la représentation commerciale. Donc cette uniformité, costume, voiture, qu'est-ce qui fait votre principale motivation? La principale motivation des innovations que j'ai portées tant au niveau de la crèmerie Alaska que au niveau des bureautiques Olivetti, c'est pour justement gagner ces challenges. Vous dites qu'il n'y avait pas la concurrence. Si, une très très grande concurrence, parce que je vous dis bien que... Par rapport à Alaska? Non, je parle d'abord d'Olivetti. Olivetti, il y avait 3 compagnies suisses, 3 sociétés suisses. Et 99% des utilisateurs des équipements de bureaux, donc machines à calculer, machines comptables, photocopieuse, machines à écrire, c'était des expatriés. Et les distributeurs de ces équipements sont des expatriés. Moi, je rentre là-dedans. À part l'administration publique, qui évidemment travaillait toujours avec ce genre-là, donc je me trouve en concurrence et forte, pour ne pas dire suicidaire. Et alors, mais par la documentation, par le voyage, etc., je voyais comment les bureautiques est présenté à Paris, à New York, à Bruxelles, etc. Et ici, pour les raisons qui leur sont propres, ils vendaient ça comme n'importe quoi. Alors moi, pour me positionner, donc j'étais amené à innover, à faire de sorte que quand la personne passait ou il rentrait, il se croyait être à Paris ou à New York. Ok? Au niveau de Alaska, ça existait. J'ai acheté. Et il n'y avait que des équipements assez vétustes. Donc, je ne me voyais pas évoluer dans un tel environnement. Ok? Donc, j'ai tout détruit de A à Z. On a fait un nouveau bâtiment, tout est caréné, de nouvelles machines, de nouveaux véhicules, de comptoirs, etc. etc. De sorte que les Italiens qui vendaient ces équipements-là prenaient notre usine comme modèle. Chaque fois, quelqu'un passait en Italie pour installer une crèmerie, soit on lui montrait le bâtiment, le bâtiment, soit on le faisait venir ici, à Kinshasa. Donc, et pour terminer, je vous dirais que c'est toujours l'envie de réussir dans ce qu'on fait. Si on a le moyen, il faut le faire avec perfection, si on peut.
Donc c'est dans cet ordre d'idée, parce que je voulais réussir, et alors je disais pour réussir, il faut que chaque fois, je dois donner le maximum. Bon. Et cela est devenu plus ou moins comme tel. Donc on retient la leçon, Monsieur Kinduelo, vous ne vous êtes jamais contenté du bien, mais vous avez recherché l'excellent. Eh bien, vous avez fortement le sens de la distinction et de l'excellence dans la qualité du travail et des services que vous avez fournis tout au long de votre vie et que vous continuez. Et bien sûr, vous avez également pu donner de la valeur à vos différentes unités de production. On le voit à travers votre témoignage de la rénovation justement de Olivetti ou encore de la relance littéralement de Alaska qui avait fait le plaisir et le bonheur de grand nombre d'entre nous. Je pense que Nathalie, nous pouvons évoluer au cours de cette émission. Il y aura une nouvelle série de questions à ce défi-là. Eh bien, enfin, vous avez des convictions, des valeurs et des attitudes qui ont véritablement servi de pilier à votre réussite et à votre succès. Vous valorisez, vous l'avez dit, le sérieux, l'ordre, la rigueur, le sens du détail. Vous n'aimez pas l'à peu près. Vous prônez le bon sens et le pragmatisme, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez aussi le sens de l'humilité et du sacrifice, et vous êtes aussi surtout déterminé. Et enfin, vous avez fait de la modération et de la pensée positive, on peut dire presque une religion. Alors, on constate aussi que l'ordre est une véritable institution chez vous, Monsieur Kinduelo, dans la gestion des affaires, et surtout lorsque vous diversifiez les domaines d'activité pour vous accroître. Vous avez su vous agrandir sans pour autant tomber dans la confusion. Alors, c'est plutôt cet équilibre-là qui a fait naître une question, la question de Francine. Bonsoir, Monsieur Kinduelo. Bonsoir. Francine Ilungu Yandinga, ingénieure en réseau informatique et assistante à l'ISP Gombe. Monsieur Kinduelo, nous avons constaté que vous avez embrassé plusieurs secteurs d'activité au cours de votre carrière. Dites-nous un peu, comment avez-vous coordonné, orchestré toutes ces activités différentes les unes des autres? Quel exemple je peux vous donner? C'est comme un chef d'orchestre. Un bon chef d'orchestre et dirige au même moment 4-5 groupes de musiciens avec des instruments différents. Je vous ai dit que j'ai utilisé précocement déjà le management de holding. Le management holding, c'est simple, c'est difficile, mais c'est simple aussi. C'est qu'il y a un chef, c'est comme au niveau de l'armée, vous avez le chef d'état-major général. Ok? Et dans chaque armée, il y a un chef d'état-major de cette force-là. Terrestre, navale, aérienne, commando, etc., etc. Alors, quand j'ai créé une affaire, j'ai cherché des personnes compétentes, appropriées, en les motivant, en disant voilà ce que vous devez faire, voilà. Et j'ai donné le plan, j'ai donné les moyens, et il y avait un chef qui était là. Et celui-ci devait me rendre compte. Voilà comment j'ai pu évoluer dans tout ça. Ok, mais merci à vous, merci à toi Francine. Nous allons à présent passer la parole à Aristote. Bonsoir Monsieur Kinduelo. Bonsoir. Aristote Mbusu, licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Monsieur Kinduelo, très vite vous avez été comblé de réussite. Comment avez-vous fait pour ne pas perdre la tête et succomber au chant des sirènes? J'ai eu la grâce de Dieu d'être humble. Je ne me suis jamais senti, quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort. Je me suis toujours senti comme quelqu'un normal,
et qui, chaque fois, doit toujours payer un prix pour aller. Et donc, voilà, c'est comme lorsqu'on voit, il y a des exceptions, mais on voit le comportement de fils à papa et le comportement d'un fils qui n'est pas le fils à papa. La différence, c'est quoi? C'est lui, le fils à papa, lui, il ne réfléchit pas beaucoup. Hein? Il n'a pas le temps parce qu'il a tout, n'est-ce pas? Il oublie qu'il y a quelqu'un qui lui donne du poisson. Le jour, il ne sera plus là, il n'aura plus le poisson. Mais c'est lui, le fils, qui n'a pas papa. Il a son père. Son père n'a rien à lui donner. Celui-ci, il est tout le temps préoccupé de voir comment se perfectionner pour arriver à constituer ce qui lui manque. Et c'est comme ça, nous voyons, il y a des gros bonnets qui sont là, et les enfants ne passent pas, mais l'enfant de cuisinier, l'enfant de chauffeur passe brillamment, parce que les uns, ils sont habités par l'humilité, donc ils ont un objectif, une vision. Les autres, ils n'ont pas ça. Donc, je peux dire que je me suis toujours considéré jusque maintenant, comme une personne tout à fait normale, qui a le devoir et les obligations, qui doit tout le jour essayer de faire le maximum que je dois faire. Encore une fois, vous êtes la jeunesse, vous devez cultiver l'humilité, parce que l'humilité vous donne une force de vaincre les obstacles. L'orgueil, la suffisance vous réduit, neutralise cette force-là. Neutralise cette force-là. On constate dans la vue des jeunes gens orphelins, de père et mère. Mais il est déterminé, il va s'accrocher chez un cousin qui ne va même pas le considérer, chez un oncle, et ces garçons fera des exploits pendant que les enfants de l'oncle ou de cousins qui ont donné le meilleur traitement n'arriveront même pas à la moitié, parce que tout simplement les uns habités par l'orgueil et les autres par l'humilité, la vision, et voilà. Je crois que c'est comme ça que je positifie cela. La question de Maëva. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Cheikh Wadomene Maboussa Maëva, licencié en économie et développement et actuellement en quête d'emploi. Monsieur Kindwilo, vous avez toujours été un travailleur acharné et vous avez certainement été soumis à beaucoup de stress tout au long de votre parcours professionnel. Quel est le secret de votre force exceptionnelle? Merci, c'est vous qui le dites. Moi, je ne me reconnais pas à cette force-là. Mais enfin, si effectivement vous avez constaté sur mon parcours que je suis habité par une force, ben cette force, je viens de vous le dire, c'est l'humilité, c'est la modération, c'est toujours la volonté de bien faire les choses. Voilà, là vous avez un bon background universitaire, etc. Maintenant, il faut, j'ai dit tout à l'heure, il vous faut maintenant intégrer l'école de la vie. L'école de la vie va encore vous exiger de payer le même prix ou d'utiliser le même outil que vous avez utilisé pour avoir votre diplôme. Bref, voilà, et ce que je peux vous dire. Donc, maintenant vous êtes pour l'école de la vie et vous devez être humble, et quand vous aurez le travail, la première chose, c'est bien faire le travail. Bien faire le travail. Merci. Et j'ajouterai, parce que maintenant c'est devenu un livre de tout le monde, la Bible dit que lorsque vous avez un travail, faites bien votre travail. Quand bien même vous avez un chef mauvais. Vous savez ça? C'est écrit noir sur blanc. Saint Paul qui dit ça. Quand bien même ce chef est mauvais, vous continuez à bien faire votre travail. Parce que votre chef mauvais, et vous qui êtes en train de faire le bien, vous avez qu'un seul Dieu, moi. Et moi, je sais comment je vais vous récompenser. Donc voilà.
Merci beaucoup. Merci. Vous êtes un véritable homme d'affaires et surtout un entrepreneur. Mais vous êtes aussi un homme de cœur et de valeur. On l'a déjà dit, vous valorisez l'ordre, le sérieux, la rigueur, le sens du détail, car vous détestez l'à peu près. Vous prenez le bon sens et le pragmatisme. Vous êtes déterminé, vous avez le sens du sacrifice et de l'humilité, vous venez d'en parler. Et vos convictions, vos valeurs et vos attitudes ont véritablement servi de pilier à votre réussite et votre succès. Eh bien, à bon entendeur, salut. J'espère que vous prenez tous des notes et pour ceux qui n'ont pas bien tout suivi, vous pourrez évidemment retrouver le contenu de cette émission sur le web. Alors c'était un partage, Nathalie, de près d'un demi-siècle d'expérience. Tout ça est parti d'une vision qui s'est confondue avec un souci de bien-être. Eh bien, personne n'aurait imaginé, M. Kinduelo, que ce serait le coup d'envoi de la construction de ce qui est aujourd'hui un véritable empire. 50 ans après, M. Pascal Kinduelo, vous êtes devenu une unité de mesure qui n'a pas cessé de repousser les limites. Et d'ailleurs, en parlant de ces limites, je souhaiterais que vous puissiez nous parler, avant de nous quitter, de votre projet qui est en cours dans le secteur de l'immobilier, car c'est un projet qui est vraiment très ambitieux. Je vous remercie, mais je voudrais apporter un peu de rectificatif lorsque vous parlez de l'empire. Je n'ai pas un empire parce que c'est un mot très important. Je n'ai pas créé un empire. Vous avez peur des mots alors? Non, il faut bien peser. N'ayons pas peur des mots, vous avez eu jusqu'à 3000 personnes employées. Devant des jeunes gens, et par, je pense, la vision du chef de l'État, le président Joseph Kabila, qui a lancé les mots de la révolution de la modernité, oui, avec l'objectif d'élever notre pays au niveau d'émergence 2025 2030. Donc, c'est vous qui allez réellement apporter les matériaux pour que le pays émerge. Alors, par conséquent, je joue en ce moment ici, je suis en train de jouer plusieurs rôles, et de pédagogue, et de papa, de grand-papa, et de chef d'entreprise. Et donc je dois dire des choses qui doivent être vraies. Parce que si moi j'accepte que j'ai un empire, mais il y a des gens qui savent que c'est un empire. Ils vont demander, monsieur Kinduelo, votre empire, l'empire commence déjà à partir de 10 milliards. Hein? Bon, disons chez nous, en Afrique, bon, si c'est déjà un demi-milliard ou 1 milliard, bon, c'est déjà un empire. Mais dans d'autres cieux, on considère que quelqu'un a un empire à partir des 5-10 milliards. Alors, moi, je n'ai pas un empire. Voilà. J'ai créé des choses. Vous avez un royaume, alors? Le royaume, encore, c'est plus qu'un empire. Parce qu'un empire, bon, quelqu'un peut le créer, mais le royaume, c'est un pouvoir. Donc, vous êtes Dieu sur l'espace où vous êtes roi, etc. Alors, quel terme pensez-vous Quel terme serait à votre image? Que j'ai réalisé certaines œuvres qui apportent un petit quelque chose et dans le pays, c'est tout. Quelques œuvres. Quelques œuvres. Une ou deux, bon, voilà. Comme là, vous parlez, du projet qui est en réalisation. Icon Tower, oui. Icon Tower. Donc, c'est, 24 000 mètres carrés. Et 20 niveaux avec 2 sous-sols. Voilà. En tout cas, Monsieur Pascal Kinduelo, ce fut un échange riche d'enseignements et des plus édifiants. Je pense que ce fut un privilège pour tout le monde d'avoir pu vous entendre. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants et nous vous remercions. Je suis d'ailleurs certaine que ce témoignage pourra inspirer nos jeunes et pourquoi pas d'ailleurs moins jeunes téléspectateurs, et
engendrer d'autres success stories, de nombreuses autres success stories, et comme la vôtre, en tout cas nous le souhaitons, dans le cadre justement de l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici les horizons 2030. Et voilà, et encore un grand merci à nos participants, à nos intervenants pour leur gracieuse disponibilité. Je rappelle que nous avons donc travaillé ensemble avec eux afin de pouvoir construire brique par brique cette émission. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci infiniment de l'attention que vous nous avez portée et nous vous disons à très bientôt sur Congo Mix.